Bonjour à tous. La traditionnelle rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue hier mercredi sous la manœuvre du chef de l'État. Elle a accouché de plusieurs décisions que nous déclinent ce matin. Les parutions, les missions de vérification diligentées en vue d'apprécier la gestion du foncier, notamment des réserves administratives, ont révélé de graves irrégularités dans les opérations de lotissement ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves dans la plupart des cas. Le Conseil des ministres dit donc stop à la cession des patrimoines fonciers des communes. On en fait notre sujet de discussion tout à l'heure. On parlera également santé avec cette démarche qui vise l'adoption d'une loi pour protéger la santé des personnes. En plateau pour nos échanges, Hakim Seydou Seni et André Dossa. Les autres articulations de cette émission matinale, c'est la page invitée. Les accidents de circulation se multiplient ces derniers jours avec à la clé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels mettant en cause les camions poids lourds. Aliassane Fofana Baboni est le président du collectif des confédérations des transporteurs de marchandises du Bénin. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de cette émission. Dourales et Sedles avec Herman Aniambossou qui reçoit Armand Richmi Migan pour parler de l'échéance de 2023 relative à l'obtention du titre foncier au Bénin. Les deux nous diront tout dans un instant. Mais tout d'abord, la une des journaux avec exceptionnellement André Dossa ce matin et après Nagui Balagbe. Nagui Balagbe, bonjour. Bonjour Rabalikoua, bonjour à tous. Ce sera avec vous tout à l'heure. Baragou, Loft Ressort Hôtel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Les premières informations, c'est la une des quotidiens. André Dossa, bonjour. Bonjour Wahab Ali Para, bonjour chers amis téléspectateurs. La presse dit beaucoup de choses. Elle rapporte notamment les conclusions de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue donc ce mercredi à l'image du quotidien Maison, le journal Fraternité. Bonne gouvernance au cours de la 4e mandature de la décentralisation. Le gouvernement met des garde-fous. Suspension de la cession du patrimoine foncier des communes, précise le journal L'éducation au Bénin. Les agences Fraternité publient la liste des agences de placement préqualifiées pour le recrutement et le redéploiement des enseignants. Grande saison des pluies, 311 mm d'eau sont tombés en une semaine dans la seule commune d'Aboum et Calavi. Nous informe Fraternité et Conseil des ministres, création d'une société pour l'approvisionnement en produits de santé. En vérité, c'est la chronique de Moïse Dossoumon dans le journal Fraternité. Le titre, c'est « Éviter la contagion Fraternité » qui n'oublie pas de nous rappeler les performances, si vous voulez, le palmarès du Bénin dans la COVID-19. C'est quand 2 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures seulement pour un total désormais de 902 cas. Nous passons à la une du quotidien du service public. La Nation, bradage des réserves foncières, titre ce journal, toujours sujet des conclusions du Conseil des ministres. Clap de fin. Politique sanitaire, le droit à la santé a été renforcé par le gouvernement, nous renseigne La Nation. Le Télégramme à présent, promotion dans l'armée béninoise au titre de l'année 2020. Liste intégrale des militaires promus au grade supérieur. Soleil levant. Décision du Conseil des ministres, cession du patrimoine foncier des communes, c'est fini.
Le matinal maintenant, opération de lotissement. Le gouvernement dessaisit les communes. Le journal annonce que nous allons vers la renaissance des réserves administratives dans nos collectivités locales. Gestion du personnel enseignant non agent de l'État. Les 82 agences de placement retenues. Quotidien La Cloche, morcellement et vente des réserves administratives, les nouveaux maires mis en garde par le gouvernement. La boussole, réserve administrative dans nos communes, vers une vaste opération de recensement pour arrêter la fraude. Augmentation vertigineuse du nombre de cas confirmés de Covid-19. La situation devient inquiétante et appelle à la prise de conscience de chacun et de tous. Matin libre, Covid-19, résilience des entreprises, des entrepreneurs africains. La team RM propose un cadre de financement Covid-19, toujours à la une de Matin libre, psychose à l'Assemblée nationale. Quotidien Le Contemporain, gestion de patrimoine foncier dans les communes du Bénin. Le gouvernement tape du poing sur la table et met fin à l'anarchie. Lit l'intégralité de la décision du Conseil des ministres dans les colonnes de ce canard. L'économiste, ligne de crédit et subventions dans l'UEMOA. La BEAD mobilise 180 milliards de francs CFA pour les secteurs publics et privés. Divergence autour de la monnaie unique ouest-africaine vers l'éclatement de la CEDEAO et l'échec de la ZLECAf. Eh bien, nous allons encore un autre canal avant de boucler Wahab Ali Para. Le meilleur, notamment, journée de don de sang au CHU Mel, l'appel du DG Lambert Tonouji, locaux pour sauver des vies. Bénin intelligent, aménagement du territoire, le foncier communal sauvé de l'anarchie, mise en œuvre du PACOL, la NCB et ses partenaires forcent l'admiration. Et nous allons boucler la boucle avec le quotidien Maison, le seul journal qui a le privilège d'être lu 2 fois sur Actu Matin. Fraternité, vous l'avez deviné sans doute. Bonne gouvernance au cours de la 4e mandature de la décentralisation. Le gouvernement met des garde-fous. Suspension de la création de la cession du patrimoine foncier des communes. Éducation au Bénin, fraternité publique, la liste des agences de placement préqualifiées pour le recrutement et le redéploiement des enseignants. Grande saison des pluies, 311 mm d'eau sont tombés en une semaine dans la commune d'Abomey-Calavi. Conseil des ministres, création d'une société pour l'approvisionnement en produits de santé. Covid-19, le Bénin a enregistré 52 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total à 902 cas désormais. Et la chronique de Moïse Dossoumou dans Fraternité était titulée « Éviter la contagion ». Le chroniqueur parle notamment des conseils communaux et des crises qui ont déjà commencé à se révéler dans certains conseils. Merci de nous avoir suivis. Merci de m'avoir suivi. C'est pas facile, c'est un peu laborieux. Merci André pour ce premier exercice matinal. On va se retrouver tout à l'heure sur le forum de discussion, mais tout à l'heure, le chroniqueur qui s'intéresse donc à la brouille au sein des partis politiques au lendemain donc de l'installation des maires et de leurs adjoints. Nagui Balagbe, on est avec vous pour les titres pour les titres du bulletin. Merci, Wahab Ali Para. Bonjour à tous. Dans le mini-journal Covid-19 et la riposte qui ne peut se passer de sensibilisation, alors dire et redire, la répétition étant pédagogique. La pédagogie, c'est justement tout le sens de cette énième rencontre entre autorités en charge de l'éducation et acteurs au premier plan du monde scolaire que sont les directeurs départementaux de l'enseignement et les chefs d'établissements publics et privés pour procéder à un rappel des réflexes à promouvoir et en même temps appeler à une vigilance plus accrue. Vous suivrez également d'un moment à l'autre quelques avis d'experts et de spécialistes des questions liées au climat. Glaner ça et là au sujet justement des précipitations en cours depuis quelques jours sur Cotonou et environ. Faut-il s'en inquiéter ou alors n'y voir qu'un phénomène complètement naturel sans enjeu particulier? Réponse dans le mini-journal et on se retrouve juste après la chronique. Oui, juste après la chronique, le chroniqueur qui est déjà sur ce plateau, Moïse Dossoumou, bonjour. Bonjour. Ça claudique un peu au sein des partis politiques au lendemain de l'installation des conseils communaux. Vous invitez à éviter, je dirais, la contagion. Mesdames, Messieurs, bonjour.
La machine a du mal à tourner à plein régime. Le moteur coincé suite au vote et à la promulgation de la loi interprétative du code électoral, et ceci en plein processus d'installation des conseils municipaux et communaux, donne des signes d'essoufflement. Au lendemain de la prise de cette curieuse initiative, tout semblait aller comme sur des chapeaux de roue. Après cet épisode, les maires, leurs adjoints et les chefs d'arrondissement, désignés par les états-majors des partis, étaient censés œuvrer avec le collège des conseillers pour l'essor de leurs localités respectives. Pour ce faire, il leur faut se retrouver à échéances régulières telles que prévues par la loi pour prendre des décisions dont l'application est censée avoir des impacts positifs sur leur communauté. C'est à ce niveau que la magie de la désignation des maires et de leur suite finit de produire son effet. La réalité semble avoir rattrapé les uns les autres. Dangbo, une commune de la vallée de Lomé, s'est signalée cette semaine par une fronde des conseillers communaux. Invités dans le cadre de la tenue de la deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours, la plupart ont décliné l'offre. Cette rencontre, la première après l'élection du collège des nouveaux conseillers, n'a pu se tenir ce mardi 23 juin, faute de quorum. Sur les 19 élus de la localité, seulement 9 se sont présentés dans la salle de délibération. Là où le bas blesse, les 10 absents se trouvaient dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Mais ils n'ont pas d'ailleurs répondre favorablement à l'invitation du maire. Après quelques minutes de conciliabule, ils sont retournés sur leurs pas. Cette attitude, loin d'être anodine, est perçue comme l'expression d'un mécontentement. Les conseillers frondeurs n'ont visiblement pas encore digéré l'issue des communales du 17 mai dernier. Leur acte, éloquent à plus d'un titre, va-t-il se répéter? Vont-ils se résoudre à faire contre mauvaise fortune bon cœur? Tout dépendra de l'attitude du maire, mis ainsi en difficulté par ses pairs élus. Celui-ci saura-t-il trouver les mots idoines pour les ramener à de bons sentiments? Très bientôt, une nouvelle séance du conseil communal sera convoquée et l'opinion pourra apprécier si les lignes ont bougé ou pas. Cette situation, prévisible à bien d'égards, doit pouvoir inspirer les têtes pensantes des partis ayant obtenu la majorité au sein des différents conseils communaux, afin qu'elles ne se reproduisent dans d'autres cités. Si ces creusets politiques minimisent ce mouvement d'humeur, il faut craindre qu'il se généralise. Il est du ressort des partis d'instaurer des règles qui prônent la discipline de groupe. La loi ne viendra pas toujours à la rescousse des dirigeants des formations politiques qui devraient apprendre à gérer au mieux leurs membres. Le règlement intérieur est le credo de chaque parti politique. Il suffit que les dirigeants, au vu de la situation, convoquent des congrès extraordinaires pour étoffer ce document dans le sens du renforcement de l'autorité des partis. De la même manière, les leaders régionaux ici à la base, auxquels il sera fait appel, pourront user de leur influence pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Puisqu'on ne peut plus repartir en arrière, il convient de colmater les brèches pour éviter que tout parte en vrille. C'est en présence des cas du genre que les partis feront montre de leur capacité à gérer des crises internes sans laisser des fissures dans l'édifice. L'Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Cori.Béné émergent sont en présence d'un cas d'école. Les élus, qui seraient amenés à faire des misères à leurs pairs sur le terrain, viennent tous de la même écurie. Il leur faut donc bien laver le linge sale en famille. Sinon, dans le cas contraire, la saleté sera exposée sur la place publique. Oui, la saleté sera exposée sur la place publique et il a donc nécessité de laver le linge sale en famille pour permettre à ce que la gouvernance au plan local puisse bien s'installer. On va à nouveau installer Naguib Alagbe pour le développement des titres annoncés tout à l'heure. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM
Carrefour des grandes marques. Nagui Balabé, on est avec vous. Voilà. Je l'ai annoncé en titre, le ministre de l'Environnement secondaire, technique et de la formation professionnelle et son homologue de la santé ont tenu une séance hier avec les acteurs de l'éducation. Il a été question de procéder à un rappel pour ce qui est de leur rôle quant à la mise en œuvre des mesures barrières dans les centres scolaires. La séance a réuni les directeurs départementaux de l'enseignement secondaire, les directeurs d'établissement ainsi que les responsables des écoles publiques et privées. C'était à la tour administrative. Le 11 mai dernier, l'école béninoise rouvrait ses portes après environ 2 mois d'interruption due à la crise sanitaire mondiale. Cette reprise est accompagnée de plusieurs dispositions prises par le gouvernement pour empêcher la propagation de la maladie dans les lieux de savoir. Mais le constat fait sur le terrain laisse à désirer. Et c'est ce que déplore ici l'autorité en charge de l'enseignement. Mais nous avons fait l'amer constat que dans nos établissements, malgré les dispositions prises par le gouvernement et malgré la sensibilisation active qui se fait autour de cette situation de crise sanitaire, nous avons observé que ces mesures-là ne sont pas suffisamment respectées dans nos établissements scolaires. Elles ne sont pas respectées d'abord par les élèves à qui pourtant les masques ont été distribués ou à qui les parents ont pu procurer des masques. Nous avons également observé, et c'est là le plus décevant des constats, que même les enseignants n'ont pas les masques, ne se lavent pas régulièrement les mains et que même les dispositifs de lavage de mains sont dépourvus d'eau et de détergent. Face à cette situation, le temps va très vite monter. Les responsabilités sont situées, d'où la nécessité de cette rencontre de rappel et de sensibilisation avec les acteurs de l'éducation. Le ministre de la Santé s'est à cet effet donné à un exercice de pédagogie pour expliquer aux participants l'importance des gestes barrières. C'est fondamental. Et il faut comprendre la pédagogie qu'il y a derrière chacune de ces prescriptions. Les enfants doivent se laver les mains en arrivant à l'école. Plusieurs fois au cours de la journée quand ils sont à l'école. En quittant l'école pour partir à la maison. En arrivant à la maison. Et c'est vous qui êtes les voix qui portent, qui êtes les voix écoutées par ces enfants qui devaient leur inculquer cela. Face à la recrudescence de la pandémie au Bénin, de nouvelles dispositions sont prises pour assurer un bon suivi du respect des gestes barrières dans les établissements. Je voudrais instruire les directeurs départementaux des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à reprendre les tournées au sein des établissements, les visites au sein des établissements pour vérifier le respect de toutes ces mesures, de donner aux besoins des demandes d'explication aux chefs d'établissement qui ne feraient pas respecter ces mesures-là au sein de leur établissement. Le Bénin compte plus de 900 cas confirmés à la date du 24 juin 2020 et l'État s'active pour davantage contenir le mal. Le secteur de l'éducation n'est pas laissé pour compte. Sachez à présent que l'examen blanc national du certificat d'études primaires démarré lundi a pris fin mercredi avec les épreuves d'éducation physique et sportive dans le département du littoral. 17 323 candidats ont planché dans les conditions d'examen réelles. Les écoliers ont composé dans le respect strict des mesures barrières pour éviter la contamination au Covid-19. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du littoral nous fait ici le point au micro Canal 3 Bénin de Idrissou Boukari.
Et ça a commencé le lundi sous une pluie battante. Et les enfants ont défié la pluie et étaient tous présents dans leur centre de composition. Et pour la majorité, il y a eu bien sûr quelques absents. Et dans le département de Littoral, nous avons au total 46 centres de composition pour 611 salles de classe. Et l'examen s'est bien déroulé. Et vous savez que nous sommes dans une situation particulière de pandémie, la pandémie du coronavirus. Donc les dispositions sont prises pour que les enfants puissent composer un par table et une disposition en zigzag pour pouvoir respecter la distanciation, la distance d'1 mètre qui doit séparer les candidats. Les dispositifs de lavage des mains ont été placés dans les centres. Les enfants sont munis de leur cache-nez. Donc, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Il faut reconnaître que dans certains centres, nous n'avons pas suffisamment de dispositifs de lavage des mains. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que, avant le 6 juillet, date du CEP national, que nous ayons les dispositifs nécessaires pour le lavage des mains. L'objectif, c'est de placer l'enfant, les candidats, dans les conditions déjà de l'examen, pour que le jour de l'examen, il ne soit pas dépaysé, pour que le jour de l'examen, il se sente à l'aise pour pouvoir composer. C'est aussi une manière déjà de jauger les élèves pour savoir leur niveau, parce que l'examen a pris fin, mais la semaine prochaine, c'est la semaine de la correction collective et de la rémédiation. Ça permettra donc de corriger ce qui a corrigé et de faire les derniers réglages pour leur permettre de bien composer le 6 juillet. Les résultats sont attendus pour jeudi ou vendredi au plus tard. Nous aurons les résultats. Et puis on observe à Cotonou, à Boumé-Calavi environ des précipitations particulièrement abondantes depuis des jours, tous les jours ou presque pendant des heures. Les averses s'enchaînent rendant difficile la mobilité des personnes et des biens et causant également des cas d'inondation. Mais pour autant, devrait-on s'en inquiéter ou alors s'y faire sans se prendre la tête outre mesure? Canal 3 Bénin est allé à la rencontre de quelques spécialistes du domaine. Les explications d'un météorologue et d'un climatologue sont à suivre sur la question. De fortes précipitations sur le Cotonou, à Boumé-Calavi et environ, avec un ciel toujours menaçant. Pour sortir de sa maison depuis quelques jours, il faut s'équiper en conséquence quand on n'est pas en voiture. L'eau inonde les voies et même les maisons. Et pour en savoir davantage sur ce phénomène, nous nous sommes rendus à Météo Bénin à Cotonou. Boris Anator est le directeur de la prévision et des équipements météorologiques à l'Agence nationale de la météorologie au Bénin. Pour la semaine dernière, nous avons un modèle que nous utilisons les données CFS, c'est-à-dire de modèles américains, et nous tournons sur notre pays. Et pour cette semaine, nous avons vu, en termes de quantité de pluie, c'est-à-dire la probabilité d'avoir les pluies dépassant 25 mm, une forte probabilité qui est allée jusqu'à 95%, surtout au niveau du sud jusqu'au niveau du centre du pays. Maintenant, pour ce qui est de la probabilité d'avoir des pluies de plus de 50 mm, nous avons plus de 60% de probabilité au niveau de la banque côtière. Et de façon générale, qu'est-ce que nous avons reçu? Et dans cette semaine, nous avons eu des pluies qui ont dépassé 25 mm. Durant toute la semaine dernière, la saison pluvieuse s'est installée avec de fortes précipitations. Phénomène naturel mais jugé irrégulier par certains. Mais pour l'universitaire, nous sommes dans la saison normale. Non, il ne faut pas lier tout au changement climatique. Les changements climatiques, ça se manifeste effectivement comme ça. C'est que les pluies tombent. La pluie d'un mois ou bien de 2 mois, on peut l'enregistrer en 2 ou 3 jours au plus. Ça se passe comme ça. Mais ce qui s'est passé là, nous n'avons pas encore les éléments pour dire que c'est changement climatique tout de suite. Parce que le changement climatique, il faut enregistrer les données sur 3 séries. 3 séries, c'est 30, une série, c'est 30 ans. Donc, il faut un siècle avant de tirer des conclusions. Donc, il ne faut pas tout lier au changement climatique. Ce qui s'est passé là, c'est tout à fait normal que les pluies puissent tomber comme ça. Le visage climatique de la semaine en cours n'est pas différent de celui que les Cotonois ont aperçu la semaine dernière. La pluie va respecter ses rendez-vous quotidiens avec des cas d'inondation de part et d'autre.
Nous nous attendons sur tout le pays pour cette semaine à une pluviométrie et déficitaire, c'est-à-dire qui serait inférieure à cette normale-là, à cette moyenne-là. Et c'est seulement au niveau de l'extrême nord, vers les zones de Karimama, Malanville, que la pluviométrie sera normale. Sinon, le reste du pays, pour cette semaine, on s'attend à une baisse. Ce qu'on a enregistré, les inondations un peu partout, ce n'est pas lié à cette quantité d'eau seulement qui est tombée, c'est lié à l'aménagement des sites. Vous avez vu sur le campus par exemple, il y a eu de l'eau qui est stagnée au niveau des environs de l'amphi Idriss Déby et de l'amphi Umoa. En réalité, c'est dû à l'aménagement de la voie qui est toujours derrière le campus, la voie qui longe la clôture entre l'OETB et l'UAC. Les Chinois qui sont en train de réaliser la voie ont construit un caniveau pour évacuer les eaux vers le lac. Et alors, c'est de façon parallèle à la voie. Alors que la circulation de la pente, c'est de la clôture vers perpendiculaire au caniveau construit. Ce qui fait que les eaux n'ont pas eu le temps de descendre dans ces caniveaux-là. Donc ça s'est accumulé et c'est ce qu'on a enregistré. Mais déjà, le lendemain, le département de géographie, à travers une personne, on est parti voir le recteur et ça a été réglé immédiatement. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin invite à la vigilance lors des déplacements et surtout à suivre ses prévisions journalières en ce qui concerne la régularité des pluies. Et pour rapprocher ces services des bénéficiaires, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a décidé de la création de ces démembrements. Les structures seront installées dans les préfectures et 22 communes du pays. L'objectif est de permettre aux populations de bénéficier des services de l'agence sans grande tracasserie, toute chose qui va permettre de donner plus de visibilité à l'ANIP en vue d'impliquer les préfets et les maires au projet. Un atelier a été organisé mardi à Boycon. Les précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amonsou et Georges Vaudouin. Pour plus de prestations et sans grande tracasserie, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, se rapproche des populations. La structure en charge de la modernisation des actes pour une identification fiable et rapide des personnes va créer des démembrements au niveau des départements et 22 communes. Cet atelier, qui regroupe les préfets et maires à Boycon, va permettre de solliciter leur accompagnement et de les impliquer au projet. L'ANIP attire au quotidien environ 500 demandeurs de ces services en provenance d'horizons divers. La déconcentration de l'ANIP permettra de la rapprocher davantage de nos compatriotes et d'apporter ainsi une réponse aux difficultés qu'éprouvent certaines catégories de personnes à accéder à ces services. À travers cette stratégie, nous avons l'ambition de faciliter à la population l'accès à nos services. Le présent atelier se veut un creuset d'échange avec les autorités préfectorales et municipales sur la mise en place des démembrements de l'ANIP. Il devra permettre de mieux connaître l'ANIP, son ancrage institutionnel et juridique et ses prestations courantes. Prévu par le décret numéro 2018-206 du 6 juillet 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ANIP, ces structures délocalisées vont contribuer au respect du droit des populations à une prestation rapide et de faible coût. Ceux de ces démembrements logés au niveau des préfectures seront dénommés délégations départementales pour l'identification des personnes et les autres dans les mairies, unité communale pour l'identification des personnes. Avant sa généralisation, la phase pilote qui va démarrer incessamment prend en compte 2 communes par département, excepté celui du littoral. Dans le Zou, ce sont les communes d'Abomey et de Kové qui ont été choisies. Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure, de façon transitoire, lancer 22 communes pour pouvoir décentraliser l'opération LANIP et afin de donner les mêmes chances aux citoyens qui font les tracasseries, qui viennent jusqu'à Cotonou. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes de déplacement. Si vous demandez à la pauvre dame qui est à Malanville de quitter pour aller au siège de l'ANIP pour obtenir son acte de naissance ou la source de son acte de naissance, c'est compliqué. Alors il serait bien que ce service soit rapproché des populations dans nos communes. Alors nous autres administrateurs de ces structures, je vais nommer les départements, les communes, il serait quand même important que nous soyons imprégnés du fonctionnement de ce service et quel est notre rôle, le rôle que nous devons jouer dans la mise en place effective de ces structures pour qu'elles soient vraiment au service
des populations. Depuis sa création, l'ANIP a délivré des milliers d'actes de naissance et de souche aux populations. Les responsables ont aussi fait remarquer qu'il serait judicieux d'intégrer désormais à nos habitudes la déclaration des décès de nos proches et parents. Voilà, Caritas Bénin, pour finir, pourrait intervenir bientôt dans la réalisation des infrastructures communautaires. Cette organisation diocésaine de Parakou dispose désormais d'un bulldozer de grande capacité estimée à plus de 192 millions de francs CFA. La machine est un don des partenaires. La réception a été faite mardi 23 juin au siège de la Caritas Bénin. Reportage d'Ariel Médégan-Fagla. Un bulldozer Caterpillar plus un conteneur de pièces d'usure et de rechange pour poursuivre les réalisations de la Caritas diocésaine de Parakou. Le joyau acquis pour renforcer les ouvrages hydrauliques est un don de l'organe de la pastorale sociale de la conférence épiscopale allemande dénommée Misérior. Le contrôle de ce engin est électronique. L'entraînement aussi est hydrostatique. Le contrôle de la vitesse est infiniment variable. Il va de 0 à 11,5 km/h. La direction et le frein sont hydrostatiques. Les freins sont humides à disques multiples. Le poids opérationnel de ce bulle est de 24 400 kg. Pour les responsables de la Caritas Parakou, cet engin lourd d'une valeur de plus de 192 millions de francs CFA vient booster le développement rural intégré au Bénin, un secteur confronté depuis des décennies à d'énormes défis qui peinent à être relevés. Cet acte de haute portée contribue de manière significative au renforcement du matériel lourd existant et s'inscrit dans la pérennisation des multiples interventions de la Caritas BZBD pour la réduction de la pauvreté au Bénin. Je voudrais vous rassurer de l'utilisation judicieuse de ce matériel afin que des ouvrages de qualité soient construits en faveur des populations vulnérables de manière équitable et durable. Une fois le matériel réceptionné, les actions doivent être menées pour la collaboration afin de rentabiliser. Ce bulldozer vient combler les attentes selon le directeur départemental des infrastructures et celui de l'eau et des mines du Borgou. Le partenariat est ainsi scellé pour la réalisation de plusieurs infrastructures communautaires. Je puis vous rassurer que désormais avec cette acquisition, nous pouvons nouer des partenariats dans le cadre de nos travaux en régie, mais également avec les PME qui exécutent des travaux pour nous sur nos différents programmes. Cet acte qui vient d'être posé s'inscrit parfaitement dans le cadre des actions du gouvernement, car il s'agit du secteur de l'eau. À travers l'acquisition de cet engin, les activités qui vont se poursuivre permettront de contribuer considérablement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Depuis plusieurs décennies, la Caritas diocésaine de Parakou est engagée dans la mise en œuvre de programmes hydrauliques à travers la construction de bassins de rétention d'eau de surface et l'aménagement sommaire des voies d'accès à ces bassins. Voilà, ce sera tout pour le mini-journal ce matin. Actu Matin va se poursuivre sur la conduite exceptionnelle de Wahab Ali Para. Merci Naguib Alagbe, merci pour ce passage. On va prendre rendez-vous avec vous pour demain, mais en attendant, on va installer l'équipe des débatteurs tout à l'heure donc sur ce plateau. Hakim Sedi Oseni et André Dossa pour débattre donc du bradage des réserves administratives. En tout cas, c'est la décision du Conseil des ministres hier qui suspend donc cette mesure au niveau des collectivités locales. On parlera également du volet santé avec l'adoption d'une loi pour protéger la santé des personnes. Le débat, c'est tout de suite. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie.
La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Des rendez-vous à prendre avec nous juste après le forum à l'invité donc du forum Ali Hassan Fofana Baboni, qui est le président donc du collectif des confédérations des transporteurs de marchandises du Bénin. Avec lui, on va parler des dégâts des gros porteurs donc sur nos voies qui occasionnent bien entendu des pertes en vies humaines. La page environnement, comme vous le savez, les jours passent, mais les plus persistent sur le littoral et le reste de la partie méridionale du pays. Les averses s'enchaînent sur Cotonou et Abomey-Calavi, deux grandes villes donc éprouvées par l'abondance des eaux. La rubrique environnement de Fulbert Adjimeros reçoit tout à l'heure Théodore Tchekpo Adjakba. Il est enseignant-chercheur au CIFRES à l'université d'Abomey-Calavi. L'homme de science donc va nous exposer sa maîtrise de la situation. Sur ce plateau donc, Akime Sedo Seni. Akime, bonjour. Bonjour. André Dossa, bonjour. 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 Les membres du gouvernement donc se sont rencontrés hier mercredi en Conseil des ministres et de grandes décisions ont été prises. On apprend qu'une mission, sinon des missions de vérification ont été diligentées en vue d'apprécier la gestion du foncier, notamment des réserves administratives, et ces missions ont révélé de graves irrégularités dans les opérations de lotissement ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves dans la plupart des cas. On peut dire, André Dossa, que la pratique en ce qui concerne la gestion du foncier dans nos communes n'est pas la bonne. Oui, je crois que le mérite de cette décision du Conseil des ministres, ce n'est pas de nous informer, ce n'est pas de nous renseigner sur ce que nous savons déjà. Le mérite, c'est plutôt le fait d'avoir tapé enfin un grand coup dans cette fourmilière de la mafia foncière qui s'est complètement accaparée des réserves administratives dans nos différentes communes et aujourd'hui être prêt à sévir. En tout cas, extraire, soustraire ces réserves-là de la gestion donc des élus, n'est-ce pas, et maintenant envisager une meilleure solution pour que désormais l'État ne soit pas toujours obligé d'exproprier les citoyens, de leur arracher leur patrimoine foncier pour ériger des infrastructures socio-communautaires. Pour que désormais, par exemple, nous ne puissions plus assister à la vente au morcellement et à la vente d'espaces consacrés aussi à des symboles nationaux. Vous savez, la place de l'indépendance à Porto-Novo doit être, ma foi, considérée comme le plus grand symbole de cette attitude, de cette pratique malsaine instaurée dans nos différentes collectivités locales. Cet espace qui a été donc morcelé, vendu et réduit à sa plus simple expression aujourd'hui. C'est un peu comme si on vise l'objectif de, je dirais, dépasser l'histoire à ce niveau. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Appelons les choses par leur nom, même si il y a un semblant de monument qui tient lieu donc de ce rappel historique, voilà, pour raviver un peu dans nos têtes les souvenirs de ces moments intenses, n'est-ce pas, de ferveur nationale incarnés par certains Hubert Kotokumaga. Donc je crois qu'il était temps que les pouvoirs publics agissent. Il était temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et ce qui vient d'être fait. On va espérer que très rapidement les bonnes décisions soient mises en œuvre et que dorénavant
nous n'assistions plus. Que la gestion du foncier ne soit pas le nec ultra qui attire les élus, les gens à être candidats à ci ou ça, ou en tout cas à gérer nos villes, et que les réserves administratives soient préservées, que la jeunesse puisse avoir des espaces de loisirs, des centres de loisirs, des terrains pour s'amuser, pour s'épanouir, et que tout ne soit plus vendu, morcelé, vendu. Alors, Hakim Seydou Seni, visiblement, le problème du foncier au Bénin, c'est un peu comme un serpent de mer. Hein. Même au niveau des collectivités locales censées accompagner les populations à protéger les terres, un grand problème se pose à ce niveau également. Non, ce n'est pas même au niveau, c'est plutôt au niveau des collectivités locales, puisque ce sont elles qui, depuis un bon moment, ont la gestion, je dirais, du pouvoir au niveau décentralisé. C'est vrai qu'on a connu des chefs-ci et des préfets qui se sont illustrés négativement dans cette affaire de mafia foncière. Il y en a jusqu'à présent qui ont même des démêlés avec la justice, chose qui n'est pas encore totalement, je dirais, épongée. Et donc, eh bien, on a espéré qu'avec les collectivités locales, les choses se seraient passées autrement, malheureusement. Puisque, eh bien, on a des preuves que, eh bien, c'est au niveau de ce secteur, eh bien, qu'il y a suffisamment de ressources financières, eh bien, on s'y est jeté sans respect de l'orthodoxie en la matière, bien entendu. Et vous constaterez que c'est une évidence aujourd'hui que pour la plupart des communes, lorsque le pouvoir central a envie d'ériger des infrastructures socio-communautaires, eh bien, on passe forcément par la procédure d'expropriation des propriétaires terriens, qui d'ailleurs, au Havre, n'ont souvent pas été mieux traités. Vous voyez, des gens qui se sont battus pour acheter des parcelles à un prix donné à un moment donné, sur plusieurs années, se voient expropriés pour cause d'utilité publique. Et puis, je ne dirais pas que ce sont des miettes qu'on les jette, mais le coût de vie actuel ne leur permet pas véritablement de jouir de ces montants mis à leur disposition. Et ça, c'est du fait des collectivités locales parce que, bien entendu, et des maires, et des conseillers, et les présidents de commissions chargés des affaires foncières se mettent plein la poche. Les réserves administratives censées donc être utilisées pour des fins d'utilité publique sont complètement bradées. Ce n'est pas seulement, je dirais, des parcelles qui sont vendues à 20 personnes. On vend aussi des domaines administratifs à des personnes qui en sont parfois propriétaires. Et d'ailleurs, ils vont plus loin et cette pratique malsaine crée, par exemple, dans certaines communautés, dans certaines localités, des situations d'inondation. Parce que, eh bien, on est allé même jusqu'à vendre où est-ce qu'il ne faut pas vendre. Oui, je crois que la décision... Certains vents ont été vendus par endroit. Tout à fait. Je crois que la décision qui a été prise par le Conseil des ministres hier, ce qui est d'ailleurs au-delà de ce que André énonçait tout à l'heure, c'est la période. On nous a parlé d'une période de 6 mois. C'est-à-dire qu'on sait véritablement où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui sera fait dans un temps bien précis pour que juste après, eh bien, les 6 mois, qu'on puisse mettre les choses à l'endroit. Non, c'est une très bonne décision. Il faut véritablement souhaiter que ça impacte nos différentes communautés afin qu'on n'ait plus, dans un futur proche, à avoir à nous plaindre de ce qu'il n'y a pas de domaine pour construire des infrastructures communautaires. Ici, à Calavi, par exemple, et au Havre, depuis des années, on cherche un espace pour construire même un stade municipal. S'il faut en chercher aujourd'hui, il faut exproprier encore des propriétaires terriens parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça. Le terrain en face du CEJOZOCA, et où moi j'ai la chance de m'entraîner les samedis matins, on joue sur des bornes parce que samedi ça appartient à quelqu'un. Et toute la zone, c'est-à-dire le CEJ, le terrain du CEJOZOCA, même le CEJ, en passant par le commissariat, un peu avant le siège de la NCB, eh bien, Samtil, c'est quelqu'un qui se proclame être propriétaire de tout cet espace-là. Ouais, à quoi ça ressemble? Donc, je crois qu'il va falloir véritablement que d'ici très peu, d'ici 6 mois, qu'on puisse se rendre compte que la décision, elle a été bien pensée parce que, eh bien, on a mis les choses bout à bout pour que d'ici, disons quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on ait plus à nous plaindre de manque d'espace pour l'érection des infrastructures socio-économiques et socio-communautaires. Alors, André, de ça, cette situation préoccupe bien entendu le gouvernement qui a décidé de mettre des garde-fous et cela a consisté donc à suspendre la cession, j'allais dire, de ce patrimoine foncier. Est-ce que, selon vous, au-delà de cette suspension, quelle politique faut-il mettre en place de manière à ce que la préservation du patrimoine, je dirais, de nos terres soit vraiment une réalité, de manière à ce que même les gouverneurs locaux puissent prendre conscience de cette situation? Oui, quelle politique vous mettez en place? Je crois qu'il faut faire en sorte, on va déjà parler aujourd'hui de garde-fous. Il faut mettre un mécanisme national de gestion du patrimoine foncier. Ce mécanisme va consister en quoi? Je ne sais pas s'il y a au moins d'une loi ou d'un décret, mais désormais faire en sorte qu'un maire ne puisse disposer à sa guise
du patrimoine foncier de la ville dont il a la charge. Que l'on ne puisse plus passer par des méthodes qu'on connaît bien pour céder, morceler des réseaux administratifs et les céder. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, les anciens vous diront que si la place publique de Sainte-Cécile, le carrefour J'adore, n'ont pas les mêmes envergures que le carrefour Étoile Rouge, c'est à cause de cette pratique que nous dénonçons. Oui, la petitesse de ces endroits, mais tout le temps chargé d'histoire. C'était la même dimension. Ils devraient connaître le même sort, en tout cas, si on estime que l'Étoile Rouge a été aménagé plus ou moins, c'est que ça devait être le cas. Mais ça a été morcelé. Et vous voyez que le carrefour J'adore est tellement petit par rapport à Sainte-Cécile. Même Sainte-Cécile, simplement. Donc, je crois qu'il faut vraiment que l'État mette fin à ça, ce qui est en train d'être fait. Alors, faire en sorte que ce soit les mêmes pratiques. Lorsqu'on quitte Nati Tengu pour venir à Cotonou ou n'importe quelle commune du pays, lorsqu'il est question donc de gérer le foncier, que la méthode de gestion du foncier de Parakou ne diffère pas de celle de Saint-Mboudi, ainsi de suite. Parce qu'on aura mis en place un mécanisme auquel on fait adhérer tous les acteurs. Et aussi, pourquoi pas, vous savez, aujourd'hui, il y a des localités où les citoyens n'ont pas accès aux services de base, c'est-à-dire le minimum d'infrastructures socio-communautaires n'existe pas, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'espace pour les ériger. On a parlé suffisamment d'expropriation, et ça se poursuit. Le gouvernement, chaque week-end, ou je ne sais pas quoi, sur les médias, on lance un communiqué pour informer les propriétaires terriens qui ont été expropriés, pour leur dire. Nous respectons, nous sommes déçus du montant qu'on nous propose, parce qu'on avait acquis peut-être notre parcelle à un prix donné. 250 francs et l'État vient appliquer son prix, qui n'est pas celui auquel on a acquis le patrimoine. Ça fait mal. Mais c'est parce que aussi des gens du morceler des réserves administratives pour nous les vendre, on a pris ainsi de suite. Donc le citoyen se fâche à bon droit, mais l'État aussi a besoin d'agir. L'État a besoin de préserver le patrimoine foncier pour pouvoir ériger les infrastructures. Donc au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas seulement... Quand on fait un focus sur les réserves administratives, c'est comme si le problème se résume seulement à ça. C'est faux. Il y a d'autres comportements de la part de géomètres qui subtilisent des parcelles, qui on installe la mafia, parfois avec certains types d'acteurs de la justice. Je ne veux pas prendre de risque ce matin, où on débarque chez vous avec des machines, on détruit votre habitation, ce que vous avez mis des décennies, n'est-ce pas, pour bâtir, on débarque, et puis les gens ont toujours raison. On vous sort toujours une décision de justice, vous savez d'où ça sort, et puis on vous vide de votre maison, on les casse, on vous chasse. Je crois qu'il faut étendre la décision à cet aspect-là également des problèmes fonciers que nous avons dans le pays. Alors, Akime Sédosséné, est-ce que vous ne pensez pas que pendant longtemps, les différents régimes successifs, n'est-ce pas, ont croisé les bras face à la situation, laissant les gouverneurs locaux faire autant de dégâts, et aujourd'hui, l'heure est venue d'appuyer sur stop? Je ne dirais pas non. Je ne dis pas non, parce que quand je disais tout à l'heure qu'avant les collectivités locales, les gouverneurs locaux dont vous parlez, il y a quand même eu des préfets. Et les préfets étaient l'émanation départementale de l'État central. Et on a constaté que certains préfets, j'insiste là-dessus, sont illustrés négativement dans cette affaire de mafia foncière. Et je crois que ce sont d'ailleurs ces autorités préfectorales qui ont donné apparemment le goût aux gouverneurs locaux qui se sont dit, aujourd'hui on nous a légué une parcelle de pouvoir de gestion de la chose publique, on a aussi la possibilité peut-être de faire comme les autres, parce que véritablement ça n'a pas trop sévi. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ceux dont parle André, je crois que plus personne n'osera aujourd'hui venir brandir une décision de justice, à moins d'avoir véritablement la certitude que cette décision est une décision qui n'aura pas d'impact dans un futur proche. Parce que, eh bien, on a vu certains qui sont vus aujourd'hui complètement fouvoyés, pour dire les choses comme ça. Et donc, je crois que l'État aussi en a eu pour lui, parce que quand on prend nos différentes localités, nos différentes communes, je crois que d'une manière ou d'une autre, peut-être que les choses s'améliorent maintenant. Peut-être que par le passé, on n'avait pas une vision prospective en termes de gestion du foncier. Je crois que cette fois-ci, les choses ont véritablement changé. Avec l'agence que dirige mon cher ami Koublenou, on a de son bureau la possibilité de savoir combien sont les espaces qui ne sont peut-être pas forcément habités dans certaines régions, parce que tout a été répertorié, tout se retrouve, je dirais, dans un environnement où on a la possibilité de savoir comment les choses se passent. Par le passé, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on a envie de régir des infrastructures communautaires, c'est juste qu'avec un clic au niveau de la NDF, on peut savoir où est-ce qu'on peut avoir, je dirais, la possibilité d'un terrain disponible
disponibles. C'est autant de choses qui auraient peut-être dû être faites de par le passé pour nous éviter cette chose. Malheureusement, les gouverneurs locaux dont on parle ne sont pas forcément les premiers acteurs de cette affaire, de cette situation dont on parle ce matin. Oui. Il y a que même se retrouvent parfois embrigadés par ce qu'on a appelé géomètres, ceux qui siègent au niveau de la commission de la gestion des affaires foncières, parce que je crois que c'est beaucoup plus à ce niveau que les gens ont la tendance à y aller au niveau de nos communes. Les géomètres qui travaillent pour avoir, entre guillemets, leur part également. C'est d'abord leur part, c'est pas entre guillemets, c'est d'abord leur part, et la part des autres, c'est après. Et au même moment, vous voyez, ceux qui sont au niveau de la commission, eh bien, même s'invitent. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui, on lance le lotissement dans un environnement Y, et le géomètre et les membres de la commission et consorts s'entendent d'abord pour voir qu'est-ce qui leur revient. Et ce n'est qu'après avoir répertorié ce qui leur revient qu'on pense à l'autorité municipale si elle-même n'était pas aussi, je dirais, très speed. Et donc, on a fini de faire ça. L'autorité vient constater les dégâts et quand on a envie d'appuyer sur stop, ça ne bouge plus. Oui. Depuis plusieurs années, on a arrêté cette affaire de lotissement au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Charles Tokane a fait aussi, je dirais, son chou gras à Parakou en mettant les choses à l'endroit du maire de Nouveau. Je crois que il faut avoir, au-delà de la décision qui a été prise par le pouvoir central, il faut avoir aussi des maires qui travaillent à avoir une vision prospective en termes, je dirais, d'élection, je reviens encore sur le mot des infrastructures communautaires, parce que quand vous n'avez pas une vision de l'urbanisation de votre localité, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut aller trouver, je dirais, de la disponibilité foncière. Et donc, les choses passent comme ça se passe, et puis bon, à la fin, on a oublié d'exproprier les propriétaires terriens. Je veux bien espérer que, et avec la décision du pouvoir central, et avec l'envie des nouveaux maires au niveau de nos différentes communes, de vouloir faire les choses autrement, qu'on va pouvoir maîtriser cette affaire-là, parce que franchement, c'est devenu un casse-tête et les populations sont vraiment les grandes peines. Non seulement on les exproprie pour cause d'utilité publique, c'est que, eh bien, elles-mêmes n'ont plus la chance de jouir des infrastructures communautaires au niveau de la localité respective. Donc, ça fait une situation pas du tout intéressante. Je veux voir comment ça va se passer, cet alliage-là. Non, je crois que il faut se réjouir de cette décision et souhaiter que dans la mise en œuvre, il n'y ait pas encore des biais. Et que c'est vrai, il faut peut-être plaindre les nouveaux maires, ils n'auront plus accès, en tout cas, à ces privilèges et ces avantages qui étaient liés au poste, mais que le gouvernement, tout doucement, est en train de leur arracher pour le bonheur, en tout cas des citoyens, qui pourront désormais pour avoir des infrastructures sociaux-communautaires, le service aux citoyens, parce que désormais l'État disposera d'espace pour réaliser ces infrastructures-là. Et aussi, je crois que la mafia foncière qui nuit aux citoyens, et qui l'exproprie sans un dédommagement également, aura vécu avec cette décision du Conseil d'administration. D'accord, on va donc changer de sujet. Comme vous le savez, la propagation du coronavirus revient au devant de l'actualité. Nous sommes à 52 nouveaux cas en 24 heures, 370 en une semaine pour un total donc de 902 cas. Mais de façon globale, n'est-ce pas, la situation sanitaire au Bénin préoccupe le gouvernement. Hier, en Conseil des ministres, on a retenu la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Et puis, entre autres choses, on envisage la création de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé et approbation de ces statuts. De façon globale, Hakim Seydou Seni, qu'est-ce qui va changer? Non, à vous pour point, je ne sais pas avec exactitude ce qui va changer, mais ce que je constate, c'est que l'État veut prendre par le corps ce volet santé, qui reste un volet très préoccupant. Parce que, eh bien, quand vous n'avez pas des populations des administrés en bonne santé, eh bien, vous n'avez pas de raison d'être. Il y a une batterie de dispositions qui sont prises dans le cadre, je dirais, de la facilitation des accès aux soins de santé. Le package H, semble-t-il, doit pouvoir aussi gérer cet aspect de la chose, mais au même moment, on pense qu'il faut aller au-delà. Il faut accompagner ce package avec bien d'autres batteries, entre autres celles dont vous parlez ce matin. Je crois savoir que pour en arriver à cette décision, c'est que bien on a répertorié, je dirais, tous les éléments qui concourent à mieux aider des populations. On sait aujourd'hui qu'il n'est pas facile pour
je dirais, indigent d'être dans un centre de santé et d'avoir accès à des soins de santé un peu plus rapidement. Oui. Parce que bien vous exige d'avoir un minimum avant de commencer par vous administrer les premiers soins. Si à travers cette société, eh bien, on a la possibilité de commencer déjà par administrer les premiers soins aux malades qui vont y arriver avant de rentrer en possession soit des dus du fait de la famille ou encore du pouvoir central. Parce qu'ailleurs, il y a ce qu'on a appelé l'accompagnement étatique en ce qui concerne les soins de santé. Il y a une assurance santé dans bien d'autres pays. Ce n'est pas encore certainement le cas chez nous. On se bat pour. C'était le RAMU avec le régime de Fembodiaï. Cette fois-ci, on nous parle de ARCH. Et là, on va plus loin pour parler d'une société. Oui. Je vais bien voir comment les choses vont se faire. Mais d'une manière ou d'une autre, il est important qu'aujourd'hui, on puisse avoir la possibilité pour les populations, pas du tout nantis, une fois dans les centres de santé, d'avoir la chance de recevoir tout au moins les premiers soins avant que on ne puisse voir ce qu'il y a à faire après. Sinon, il y en a à cause juste des premiers soins, ils passent de vie à trépas. Et donc, du coup, ça ne fait pas intéressant. D'accord. André Dossa, on peut dire que la question sanitaire, sinon les questions de santé au Bénin préoccupent, comme je le disais, le gouvernement qui envisage de nouvelles réformes au niveau du système, au niveau de la santé, une manière, je dirais, de renforcer les droits de la santé de la personne humaine. Ouais, ce qui me satisfait, moi, personnellement, dans cette démarche du gouvernement, c'est que c'est au moyen d'une loi que désormais le gouvernement veut entreprendre des réformes. Ça devient un peu plus contraignant à ce niveau. Oui, c'est vrai que après avoir affiché sa vision et exprimé comment je veux dire, le président Talon, son credo qui est celui d'offrir de meilleurs soins de santé aux citoyens béninois, a quand même amorcé certaines réformes. C'est vrai, ça n'a pas forcément plus d'habitude ont été bousculées et peut-être la méthode aussi comme dans beaucoup de secteurs a été sujette un peu à caution, mais on a quand même vu qu'il a amorcé un certain nombre de réformes. Déjà, ces réformes ont conduit à la création en 2019 d'un certain nombre de structures, ces conseils nationaux là, le conseil national de la médecine hospitalière, il y a eu un conseil pour les soins de santé primaire, des agents de régulation de la pharmacie, enfin les produits pharmaceutiques, et aussi une agence, ma foi, de régulation du secteur de la santé en elle-même. Aujourd'hui, oui, même quand l'infirmier ou l'infirmière d'État, diplômé d'État, sort de l'école, il doit choisir s'il faut exercer en clientèle privée ou aller dans le public. Dès ce niveau-là, déjà, ce n'était pas le cas avant, c'était un foutou et tout était ensemble. Et désormais, il est question pour l'agent de santé d'offrir des prestations de qualité, de qualité. Aux citoyens. Vous savez, les erreurs médicales, ça s'enchaîne dans notre pays. Ouais, nous-mêmes, journalistes, on peut penser que nous avons la facilité de dénoncer certaines choses, mais il nous arrive d'être bien souvent victimes d'erreurs médicales. Et on se tait, on se résigne, on fait compte mauvaise fortune, bon cœur, et puis ça passe. Ce qui est grave. Mais je crois qu'à travers cette démarche législative, on va pouvoir régler ces problèmes-là. Lorsque je suis un citoyen, je suis allé dans un centre de santé et qu'on ne devrait pas bénéficier des soins de santé de qualité, je pourrais me faire entendre, je pourrais me faire réparer ce préjudice-là. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais visiblement, c'est une politique, je dirais, qui vise à interpeller, comme vous le décrivez tout à l'heure, qui vise à interpeller la conscience des professionnels de la santé. Mais est-ce que les moyens sont... J'allais en arriver, en fait. Ne pensons pas que c'est le personnel de santé, on veut peut-être pas les bousculer encore davantage, enfin on veut leur faire du mal, etc. Il est question du citoyen, d'abord de la santé du citoyen béninois. Il est question par exemple aussi de faire en sorte que tous les Béninois, selon que vous soyez à Kédékou, dans les encablures au Kwandé, ou je ne sais pas trop, à Djebadi, à Ouida, que vous ayez accès aux soins de santé, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits, pas que parce que vous êtes à Cotonou. Il y a les meilleurs médecins du pays à Cotonou qui sont concentrés à Cotonou et que quand vous vous retrouvez à Binou, je ne sais pas, à Guiguigna, il n'y en a pas du tout. Ouais. Et ainsi de suite. Donc je crois que c'est très important de faire en sorte que le personnel de santé soit réparti de équilibrée sur tout l'étendue du territoire national et faire en sorte que qu'on ait la même qualité de soins possible partout dans le pays. Donc pour ce qui concerne les moyens, c'est vrai. C'est bien de faire une loi, etc., pour arranger les choses, organiser le secteur, mais il faut
Que les moyens accompagnent. Que les moyens suivent. Le gouvernement fait un effort pour renforcer le plateau technique de nos hôpitaux, renforcer la pyramide sanitaire, ainsi de suite. Il faut accroître ces efforts-là pour que le personnel puisse être dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est bien de prendre une loi pour continuer déjà à servir une meilleure qualité de soins, mais c'est encore mieux quand ils en ont les moyens et qu'ils sont suffisamment motivés pour fournir cette qualité de soins-là. Je crois que les moyens, c'est très essentiel. Les aspects-là sont très importants. On a beau faire des procès aux agents de santé de ce qui est bien, il y a des erreurs médicales, que peut-être ils n'accueillent pas bien, que peut-être les soins ne sont pas de bonne qualité et consort, mais parfois ils répondent que, à l'impossible, il est tenu parce que le plateau technique est en souffrance. Ce n'est pas le même plateau technique que vous avez au niveau du centre hospitalier universitaire de Cotonou, Ubemaga, que vous avez peut-être à Parakou, ou que vous avez à Djougou ou à Natitengu, bien entendu. Ça, je cite les grandes métropoles, pour dire des choses comme ça. Puis, certainement encore au niveau des villes secondaires, parce que tout semble être concentré dans les métropoles, les villes à statut peut-être particulier. Donc je crois qu'à ce niveau, il va falloir qu'un travail sérieux se fasse. C'est-à-dire quoi? Comme le disait tout à l'heure André, que la répartition de la qualité de la ressource humaine tienne compte, je dirais, des besoins dans son entièreté des populations sur le plan national. Il ne faut pas qu'on dise qu'on n'a qu'un seul médecin, peut-être à Natitengu, qu'on a peut-être 20 ou 30 qui se retrouvent au CNHU ici et qui ne veulent pas être déployés au niveau des localités, semble-t-il reculer. Ils ont prêté serment pour servir partout, besoin se faire sentir. Pendant qu'ils prêtent serment pour servir partout, bien se faire sentir, c'est qu'il faut qu'on les accompagne avec les moyens. J'ai eu dit qu'il y a des médecins d'un certain niveau qui se plaignent de ce qui est bien. Quand ils montent les gardes, le montant qui est mis à disposition, carrément c'est pas la joie. Je crois que c'est des humains aussi. Et on sait le travail qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas dans les conditions optimales de travail, c'est clair que vous-même, malade, quand vous êtes avec eux, vous le ressentez. Le gars vous pète à tout bout de champ. Pas parce que c'est votre maladie qui le désole, mais parce qu'il ne se retrouve pas dans des conditions qui le permettent. Peut-être les dessins de la garde, et que arrivé à la maison, lui-même, il a ses problèmes à régler à la maison, et il espérait peut-être qu'avec son statut de médecin et console, les choses passent facilement. Ce n'est pas le cas. Et quand tu t'appelles, le rappel encore à l'hôpital et console, je crois que il va falloir qu'on puisse répertorier ces besoins des agents de santé. C'est vrai que c'est dans tous les secteurs. On nous dira, oui, les besoins valent le secteur dans lequel ils se retrouvent, mais je crois qu'il va falloir quand même qu'on fasse des efforts très, très importants pour ces secteurs-là. Efforts en termes de la qualité des soins, efforts en termes du plateau technique, efforts en termes, je dirais, du mieux-être de ces agents de santé-là qui s'échinent jour et nuit pour pouvoir être ce serait sans doute votre mot de conclusion, André Dossa, très rapidement. Non, moi, vous savez, le citoyen de la ville à statut particulier n'est pas un citoyen particulier. C'est la ville qui a un statut particulier. Oui, le citoyen n'est pas particulier. Le citoyen est comme tous les Béninois ont le même statut. Tous les autres Béninois des autres villes secondaires dans la ville qui ne sont pas à statut particulier. C'est la ville qui a un statut particulier de nos citoyens. Et du coup, doit pouvoir espérer de la part de l'État les mêmes qualités de soins que le citoyen qui est dans cette ville dite à statut particulier. Il faut mettre en œuvre ces actions et avec célérité pour que nous puissions en jouir, pour que les Béninois puissent avoir une meilleure qualité de soins et que surtout les personnels de santé également puissent jouir de meilleures conditions de travail. C'est un minimum qu'on demande. Il y a des centres de santé dans lesquels il n'y a pas de l'eau courante. Sur le territoire national, c'est-à-dire l'eau courante comme ça, c'est quand même le minimum. C'est tout de même inquiétant. Oui, il y en a, et ça c'est une réalité. Donc, je crois que c'est autant de choses qu'il faut certainement répertorier pour que ça booste véritablement la qualité des soins de santé au niveau de nos formations sanitaires. C'est sûr, Hakim de Séni, que ce plaidoyer que vous faites à la place, je dirais, des médecins n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On va se retrouver la semaine prochaine. André Dossa, vous restez avec moi pour donc recevoir tout à l'heure Ali Hassan Fofana Babouni. Il est le président du CTB. CTB, c'est la Confédération des transporteurs de marchandises du Bénin. Avec lui, on va parler des drames qu'on enregistre sur nos voies et qui met, je dirais, en cause les gros porteurs. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ?
Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Dans les prochaines articulations donc, de cette émission d'Ourales Cedles avec Emana Anyambosu qui reçoit Arma Richmi Migan, un juriste foncier, pour parler donc de l'obtention du titre foncier au Bénin avec en vue l'échéance de 2023, les plus abondantes et des inondations par endroits à Cotonou et à Abomey-Calavi. Ce serait la page environnement de Fulbert Adjiber-Rossou. Et en fin d'émission, donc, Narcisse Alossé qui nous vient avec la revue de presse. Et il est déjà là sur ce plateau, Aliassane Fofana Babouni, président de la Confédération des transporteurs de marchandises du Bénin. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous montrer disponible pour partager ce plateau avec moi, André Dossa. Rebonjour à nouveau. Rebonjour. Monsieur Fofana, pour présenter-nous très rapidement, je dirais la CTB. Qu'est-ce que vous faites concrètement à ce niveau? La CTB, comme vous l'avez dit, la Confédération des transporteurs de marchandises du Bénin, a vu le jour le 12 mars dernier. Et ceci par la volonté de l'autorité qui voudra que désormais que les transporteurs parlent d'une seule et même voix. Oui. Donc sur ce, nous avons mis sur les fonds baptismaux le CTB. On peut dire que tout va bien jusqu'à présent, ou bien un peu comme les partis politiques, ça boude à votre niveau aussi? Pour le moment, ça va. Ça va. Ça va pour vous, apparemment. D'ailleurs, je n'ai pas votre sourire ce matin, mais ça ne va pas tout à fait bien pour les citoyens que vos camions tuent, monsieur Fofana. Comment vous appréciez ça, d'ailleurs, cette situation, les exactions de vos camions sur les voies? Ça va pour l'organisation que nous avons mise en place. Maintenant, pour ce qui concerne les camions, c'est un autre problème. Oui. Et je vous répondrai que effectivement, personne ne peut voir ces drames-là et ne pas compatir. En effet. Vous et moi, nous sommes tous des supposées victimes, puisque nous empruntons aussi la voie. Donc, de la même manière que ça fait mal à vous, c'est comme ça fait mal aussi à nous aussi, de dire nous, et transporteurs et conducteurs. Parce que je ne suis pas ici pour dédouaner nos conducteurs. D'abord, je voudrais, par ma voix, présenter toutes nos condoléances à ceux-là qui ont perdu les leurs dans ces différents drames. Et ceux qui sont à l'hôpital, je leur souhaite aussi un prompt rétablissement. La compassion, le soutien moral, ça ne suffit pas à enrayer justement. Ça devrait même aller sans dire. Oui. J'en viens. Allons-y. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, je ne suis pas venu ici pour nous dédouaner. Nous, transporteurs, conducteurs, je suis venu pour qu'on puisse ensemble disséquer le problème. Allons-y. Le problème, c'est quoi? Ce que j'ai entendu hier, lors de vos discussions, de la maison où vous appelez les autorités ici, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Wow. La partie immergée, nous allons la développer tout à l'heure. De quoi il s'agit? Lorsque nous voyons un camion, quand hier, on m'a envoyé l'élément sur mon portable, j'ai vu le camion, il a dit bon, j'étais avec un ami, je lui ai dit, tiens, tu vois ce camion, ce qu'il a transporté là, à peine il va prendre 45 000 francs. Or aujourd'hui, lorsque vous voulez mettre à jour un camion du côté du freinage, un petit camion comme ça, c'est au moins 75 000. Et ce chargement qu'il a, j'ai continué, ce chargement qu'il a pris, sûrement, dans 2 semaines, il n'aura plus un autre.
l'ensemble articulé fait 150 000 pour le freinage. Freinage seul, la maintenance du freinage. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, transporteur, conducteur, nous vivotons. Le métier ne nourrit plus son homme. Si le métier ne nourrit pas son homme, comment vous pouvez arriver à mettre à jour ces camions-là? Alors le métier ne nourrit pas son homme, il faut tuer d'autres hommes maintenant pour se nourrir. Je n'ai jamais dit ça. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne dirai jamais cela. Je peux être aussi victime. Et quand vous développez, c'est que vous avez des difficultés. Les transporteurs vivotent, c'est difficile le secteur, mais personne ne les a contraints, personne ne les oblige à rester dans ce secteur. Suivez mon regard. Personne ne les oblige. Si aujourd'hui, les transporteurs disent nous ne transportons plus, ni vous ni moi, nous n'allons plus trouver quelque chose à manger dans Cotonou. Nous en sommes conscients. Alors, continuons de nous nourrir et tuons davantage. On ne tue pas plus que le palu, on ne tue pas plus que la fièvre typhoïde, et on ne tue pas plus que Covid. Non, finalement, vous défendez. Je dis d'entrée de jeu, que nous déposons le problème et qu'on décortique. Si vous voulez m'écouter, je vais vous développer cela. Maintenant, lorsque vous allez chercher à me prendre comme victime expiatoire, eh bien, nous n'allons pas nous entendre. Ça, je vous dis, ce n'est nullement pas notre intention. Vous avez dit qu'il faut qu'on dissèque le problème, qu'on aille en profondeur, et nous y sommes maintenant. Alors, selon vous, oui, si vous plaignez et que vous apitoyez un peu sur le sort de ces citoyens qui sont tout le temps écrasés, etc., quelles sont les dispositions que vous prenez à votre niveau pour éviter cela? Parce que, au-delà de ce que vous dites, au-delà des difficultés sur le plan économique des transporteurs, c'est que ces conducteurs ne savent pas conduire, ou bien c'est souvent de jeunes garçons qu'on voit au volant de ces machines-là. Comment vous faites? Quelles sont les dispositions que vous prenez au niveau de votre organisation? Très bien. Pour l'éviter? De jeunes conducteurs, conducteurs indélicats, ivres, discutoires, j'en ai entendu, mélange... C'est-il exact? Non, je dis... Ce n'est pas eux tous. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas tous. Si vous prenez 100 personnes, à peine vous allez trouver 20 personnes qui font ce que vous dites là. Maintenant, si nous généralisons... Non, écoutez. Monsieur Alikpara. Oui. Sur 100 camions qui passent ici, là, combien de camions tuent? Je ne dis pas que je les défends. Je dis moi-même là. Ça vous désole. Fend le cœur. Mais combien? Prenons le problème. Comme je vous ai dit, un camion, c'est la maintenance. Un camion, c'est un suivi. Un conducteur, il faut lui mettre toutes les conditions avant qu'il nous monte sur un camion. D'accord, ces conditions-là, voilà que moi, en tant que transporteur, ce qu'on me paye ne suffit même pas à entretenir le camion, ni à lui payer aussi le chose. C'est la faute à qui? La faute à nous tous. Développer. Merci. La faute à nous tous parce que nous partons de ce fait que aujourd'hui, je suis venu sur votre plateau ici, je crois qu'il y a 7 ou 8 mois, où j'ai posé un cri de cœur que notre corporation a été envahie par de multiples intermédiaires, par les représentants des importateurs. Tenez, il y a quelques années, si je prends mon camion pour aller au Niger, je prends Niamey, c'est au moins 45 000 à tonne. Aujourd'hui, les gens font ça jusqu'à 30 000. C'est-à-dire, c'est quoi? On te dit, amène ton camion, on te charge et tu m'amènes ma marchandise. Moi, j'ai garé tous les camions. Beaucoup aussi ont garé. Ces camions que vous voyez là même, je ne veux pas faire tout là, ce camion que vous voyez, c'est ce que nous appelons dans notre jargon les rapprochements. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est ceux-là qui prennent du port vers l'intérieur de Cotonou. Vous n'allez jamais voir, les camions que moi j'ai vus, vous n'allez jamais voir un de nos camions comme ça là, qui puisse aller à Niamey, ce n'est pas possible. Mais eux aussi, nous allons les défendre. Parce que eux aussi, il y a quelques années, ce qu'il a transporté là, c'est au moins 150 000. Aujourd'hui, c'est 45 000, 40 000. On est parti, on a quitté 150 000, 40 000. à 40 000. Et maintenant, lorsque nous nous organisons,
ce lobby nous casse. Avec la bénédiction de certains administratifs. Vous êtes quand même un secteur organisé, vous venez de vous mobiliser au sein de ce que pourquoi vous ne donnez pas les moyens de combattre cet envahissement, cette invasion En son temps, les gens m'ont posé la même question. Comme je vous dis, si cela n'était qu'à moi, nous n'allons pas faire. Mais lorsque vous prenez quelqu'un, je ne dis pas chose-là, qui vient, qui a envoyé son camion ici, lui-même n'est pas ici, il a envoyé le camion et le chauffeur. Et sûrement qu'il doit au banc primaire, qui arrive à échéance, nous sommes le 25 aujourd'hui, à la fin du mois de juin, il a besoin de 100 000 francs par exemple, pour être quitte de sa banque. À n'importe quel prix qu'on lui dit, il prend. Comme on dit chez nous, nous n'arrivons pas à le cerner. C'est le problème, le vrai problème que nous avons. C'est le vrai problème. Aujourd'hui, si, comme vous avez dit, vous et nous, la presse va nous aider. Alors, moi j'ai envie de... Je suis curieux de savoir quel partenariat avez-vous avec les forces de sécurité publique, notamment la police républicaine, pour que jamais, pratiquement, elles ne vous disent rien, et que vos camions brinque-ballant, sans visite technique, sans les pièces à jour, vous circulez toujours. Il faut qu'il y ait un drame avant que l'on se rende compte. Vous voulez dire que nous corrompons? Nous avons envie de savoir. Je n'ai jamais fait une telle affirmation. La corruption est terminée, je crois, plus ou moins cette entente, cette connivence entre vous. Ce n'est pas une entente. Qu'est-ce qu'il explique? Bon, quand vous dites cela, est-ce que aujourd'hui, les forces de sécurité publique ont cette marge de manœuvre pour prendre tous azimuts les camions? Non. Il faut ce qu'ils appellent souvent le BS, le bulletin de service, pour opérer sur la voie. Donc, ce n'est pas comme avant. Et ça vous arrange? Non, on ne peut pas dire que ça nous arrange. Ce que nous voulons, qu'ensemble, et l'autorité, et nous qui sommes, comment l'appelle-t-on, les principaux acteurs, qu'on s'asseye pour parler de ce problème. Parce que je vais vous dire une chose. Le permis de conduire que prennent les conducteurs, nos conducteurs, vous pouvez me dire, vous avez une auto-école à côté, vous pouvez me dire une auto-école qui forme. Vous avez jamais vu un camion à bord duquel il y a un conducteur qui est en train d'apprendre? Et comment vous le faites? Voilà. Nos apprentis, ils apprennent sur le tas, et c'est lorsqu'ils sont prêts pour passer le permis de conduire qu'ils vont déposer leur dossier au niveau d'une des auto-écoles de la place. Ce qui n'est pas normal. Normalement, il n'y a pas au Bénin là. Je ne vois pas quelqu'un qui va me dire le contraire. Il n'y a pas dans ce Bénin là une auto-école qui forme les conducteurs poids lourds. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on le fasse. D'accord. Alors pourquoi au volant, n'est-ce pas, on trouve des jeunes qui peut-être sont en formation, mais qui ne sont pas assistés peut-être par ceux qui ont déjà, je dirais, le permis, qui ont déjà l'expérience des voies et connaissent les risques. Non, ce n'est pas des jeunes. La loi dit que même si j'ai mon garçon de 16 ans, s'il veut passer le permis B, que nous avons tous, avec l'autorité parentale, il peut le passer. Mais pour ce qui concerne le permis C, si vous avez 18 ans et vous pouvez le passer. Rien ne vous fait cela. Vous n'avez pas besoin d'autorité. C'est-à-dire vous avez été comment l'appelle-t-on? La majorité. La majorité, vous pouvez passer. Donc, ce n'est pas des jeunes comme vous le dites. On découvre bien des gringalets au volant de nos camions. Ce n'est pas l'aspect physique qui conduit un véhicule. C'est la maîtrise. Ce n'est pas l'aspect physique. Mais la santé, pour se dire une vérité, la santé des camions ne permet pas, on les découvre, la santé des camions ne permet pas que les jeunes que nous voyons puissent vraiment maîtriser le volant des camions, les camions bennes, les gros porteurs que nous rencontrons. La maintenance
n'existe pas. Mais pourquoi il faut prendre du risque lorsque les véhicules ne respectent pas? En fait, il n'y a pas la maintenance au niveau des camions et on les balance sur la voie. C'est une boîte de Pandore, vous voulez ouvrir. Oui. Vous avez parce que le gros problème se trouve à ce niveau. Le gros problème se trouve à ce niveau. Voilà un monsieur qui n'a que ce seul camion-là pour subvenir aux besoins de sa famille. Oui. C'est ça, il a. Oui, un camion malade. Comme vous dites là, il y a un jargon, une chose là. Quand quelqu'un va à la mort là. Quoi? Agonisant. Oui, il y a encore un autre mot plus fort là. C'est ça, il a. Et il a des bouches à nourrir. Vous pouvez l'empêcher de faire ça. Mais il a dans les pays voisins là, il y a des banques automobiles qui arrivent à subvenir aux besoins des transporteurs. Je ne parle pas de ce régime, mais depuis des lustres, aucun des régimes qui ont pris par là n'ont pas. Alors, lorsque vous tuez, bon, je ne personnalise pas, lorsque les drames surviennent, à quoi vous exposez? Comment vous gérez souvent les situations? Est-ce qu'il y a un accident et qu'il y a un mort d'homme, par exemple? À notre niveau? Oui. Y a-t-il une assistance que vous portez aux victimes, par exemple, aux parents des victimes? Comment, au niveau de votre creuset, vous gérez les situations? Non, ça là, c'est de façon, comment appelle-t-on, individuelle. Hein. Lorsque vous avez un véhicule, comme vous l'avez dit, naturellement, vous avez l'assurance pour causer dommage à autrui. C'est ça que nous avons souvent, parce que personne ne peut nous donner assurance tout risque compte tenu de l'âge de nos véhicules. Oui. Et maintenant, lorsque vous n'avez pas cette assurance pour dommage à autrui, eh bien, vous faites face de façon individuelle. Ça, ce n'est pas le problème du... D'accord. Alors, M. Fofana, les problèmes sont nombreux, n'est-ce pas? Je dirais, dans votre corporation, vous n'avez pas tout le temps pour les énumérer, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter ces scènes macabres que nous vivons sur nos routes? Comme j'ai dit d'entrejeu, il faut une synergie d'action. Oui. Entre qui et qui? Entre nous, l'autorité et la presse. Il faut des séances de formation, des remises à niveau de nos conducteurs. Est-ce que vos conducteurs suivent l'information? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Puisque les sensibilisations se font sur les médias, ils n'ont pas accès à ça. Non. Avant, non, au moins quand on avait un peu de choses là, on parcourait de parc en parc. On les rassemble, qui en dindi, qui en fond, qui en bariba, qui en français, et on le retrouve. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. La mafia est venue tous nous mettre au pilori. Donc, pratiquement, ils sont laissés à eux-mêmes. Mais maintenant, pourquoi je suis venu ici? Il faut que quand même cela revienne. Pour qu'ensemble, nous puissions extirper ce mal-là. C'est un mal. C'est une tragédie. On vous aurait compris. On peut considérer que votre plaidoyer, n'est-ce pas, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On va certainement créer, je dirais, une autre occasion, n'est-ce pas, pour vous recevoir et débattre beaucoup plus en profondeur de cette question qui devient un serpent de mer. Hein. il faut le reconnaître. André Dossa, merci. Monsieur Liasson Fofana Baboni, merci. Je précise, vous êtes président de la CTB, la Confédération des transporteurs de marchandises du Bénin. Merci à vous. L'émission se poursuit avec tout à l'heure Herman Anyamboso sur le plateau. Son invité Arnaud Richmi Migan, il est juriste foncier. C'est toujours, comme je le disais, la rubrique Dourales Cédles. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Voilà, le nouveau code foncier domanial revient avec une nouvelle toilette. Ce matin, Herman Anyambosu reçoit dans Dourales Arnaud Richmi Migan, juriste foncier, qui est d'ailleurs sur ce plateau déjà. Arnaud, bonjour. Bonjour monsieur. Herman Anyambosu, bonjour. Bonjour Rabali Para. Merci beaucoup. Richmi Arnaud Migan, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste foncier. C'est vrai qu'on connaît un peu l'amour du Béninois pour la terre. Il peut être dans un bas-fond, il dira « je suis chez moi ». Oui, bien sûr. Cela appelle forcément des formalités. Et on va en parler ce matin parce que le fait d'acheter une parcelle qui est transaction entre Rabali Para et moi, ou bien qui est transaction entre Richmi et moi, cela ne veut pas dire que c'est des actes fonciers. Il faut que l'État ait un œil dedans pour que je puisse savoir. On va demander à Arnaud de nous dire tout, comme vous l'avez dit, sur le titre foncier. Alors, à partir du moment où entre vous et moi, on convient que vous me vendez une parcelle, et qu'on a fait la convention de vente. Oui. Quelles sont les formalités qui nous conduisent à l'obtention du titre foncier? Merci, M. Herman. Nous allons rappeler que le titre foncier, en réalité, en République du Bénin, c'est le document de preuve de propriété foncière qui est obtenu à l'issue de la procédure de confirmation de droit foncier. Et c'est le seul document qui vous confère en réalité les vrais attributs de propriété. Je reviens à votre question. J'ai une convention de vente entre toi et moi. On a acheté une parcelle. J'ai acheté une parcelle. La première étape qu'on recommande, c'est d'aller faire l'enregistrement de la convention. Et l'enregistrement se fait à l'ANDF, à l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui est à Saint-Rita. Et après l'enregistrement, vous allez à la mairie pour faire les formalités d'affirmation. C'est-à-dire l'autorité communale doit pouvoir signer votre convention et attester qu'entre-temps, il y a eu une transaction entre deux individus. Et la propriété, comment on l'appelle, ta parcelle est passée d'un individu X à un individu Y. Maintenant, quand vous avez la convention de vente affirmée et enregistrée, vous devez appeler un expert géomètre qui doit vous faire un levé topographique de la parcelle. Et avec le levé topographique de la parcelle, vous allez recourir à un autre document qu'on appelle, qui sont les actes présomptifs de propriété que recommande le code de l'article 4 qui dit qu'il faut une attestation de recasement, comment je veux dire, les avis d'imposition des 3 dernières années, ainsi que leur quittance. Après ça, c'est des documents, c'est l'un ou l'autre des documents. Voilà, donc attestation de recasement, attestation de détention coutumière, il y en a plein. Donc c'est à vous, selon les contextes, de savoir quel est le document approprié pour aller vers la procédure. Voilà. Alors une fois que je suis passé devant la NDF, devant l'autorité communale, devant l'expert géomètre et devant... Est-ce que c'est pas trop demandé pour avoir le titre foncier? Est-ce que le titre foncier est facile ou difficile à avoir? Le titre foncier, avec toutes les facilités que l'État a accordées aujourd'hui, c'est très facile. C'est-à-dire il y a plus il y a une facilité à aller vers la chose. Et beaucoup ne veulent pas quand même savoir les petites démarches à faire, sinon c'est des petites démarches. Aujourd'hui, l'enregistrement d'une convention de vente, c'était avant 2016, c'était de 8%. L'État a ramené ça en 2016 à 0%. On parle de droit d'enregistrement gratuit. Donc vous n'avez qu'à payer les timbres sur les feuillets que vous avez pour faire l'enregistrement. L'affirmation qui était en temps à 4% est revenue aujourd'hui à 1% du montant d'achat de la parcelle. Ça veut dire que l'État nous accompagne.
Et même le titre foncier, le délai, à l'époque on parlait de la direction des domaines, de l'enregistrement des timbres, les TF, ça prend du temps. Et il n'y a pas un suivi. Il a dit, comment je vais dire, la structure n'accompagnait pas en réalité les requérants. À moins que tu aies des relations précises, ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, tout ça là a été balayé et la procédure est conduite dans un délai de 120 jours. 120 jours, vous avez fini. Vous avez fait le bonnage contradictoire et puis le reste, les petites démarches, géomètre, mairie, il faut signer le PV, tout ça là. Avant la signature par le régisseur. Voilà. On parle de titre foncier attaquable, inattaquable. Expliquez-nous ce que c'est. L'article 146 du Code dit que le titre foncier est définitif et inattaquable. C'est le seul titre de propriété. Attaquable, c'est quoi? C'est des militaires qui veulent l'attaquer? Non, personne. Pourquoi on dit attaquable? Il faut juste être en règle, c'est tout. J'ai une parcelle, j'ai une convention de vente, j'ai une attestation de recasement ou un certificat administratif. Ne me donne que un droit de présomption de propriété. On t'appelle présumé propriétaire. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ça peut changer à tout moment. À tout moment. Mais quand tu as un titre foncier, on t'appelle propriétaire. Donc, ce qui veut dire que tous les présumés propriétaires doivent quand même recourir à la procédure de confirmation de droit foncier qui a été réellement aujourd'hui allégé. Que dites-vous, quelle réponse donnez-vous à ceux qui pensent que oui, quand on a juste une terre et que ce n'est pas encore bâti, on peut toujours laisser ça pour le moment et attendre d'abord d'avoir un plan de commencer par construire avant, et surtout d'avoir les moyens. D'avoir les moyens avant d'aller vers le titre foncier. Je dirais aujourd'hui que c'est comme vous faites un enfant. Moi, je dis souvent le titre foncier, c'est comme l'acte de naissance d'un enfant. Vous faites un enfant, vous n'avez pas un acte de naissance pour lui. Juridiquement, est-ce qu'il existe? Je ne pense pas. Donc, vous devriez, après avoir payé une parcelle, faire les formalités pour pouvoir avoir votre titre de propriété. C'est ce que notre loi en matière de code foncier domanial recommande. L'échéance 2023, ce que ça a prévu et c'est quoi cette échéance-là? 2023, en fait, c'est pour... Il y a une première loi, la loi 2013-01, qui a été votée en 2013. Donc, la loi, en fait, c'est pour... Ils ont mis... Il y a eu 10 ans. On donne 10 ans aux différents présumés propriétaires de mieux comprendre la chose, de venir vers la chose. Et l'État accompagne chaque jour avec différentes facilités. J'avais parlé tout à l'heure de droit d'enregistrement qui a été revu entre temps et de l'affirmation. Aujourd'hui même encore, il y a eu un arrêté de 2020 encore qui a ramené les droits fixes. Parce que quand vous voulez faire un titre foncier, après les pièces que j'ai citées, il faut que vous payiez une provision. Et là, la provision est décomposée en droit fixe et en droit et les frais de bonnage. Parce que quand vous déposez un plan et par rapport à votre dossier, nous, à la fin de la procédure, on envoie notre géomètre pour voir si est-ce que le plan que vous avez déposé par votre géomètre, nous ne le connaît pas, est-ce que c'est exact. C'est ça qu'on appelle la procédure de bonnage contradictoire et c'est la procédure qui sanctionne le titre foncier. Je rappelle que vous parlez là de votre cabinet qui fait de telles actions sur le terrain. Oui, nous accompagnons ceux qui n'ont pas le temps. Tu n'as pas le temps de faire un titre foncier, tu nous appelles, on te fait toute la procédure jusqu'à l'obtention, même jusqu'à te ramener le document à la maison. S'il y a un climat de confiance qui s'établit entre nous en réalité. Voilà. Donc 2023, 10 ans, c'est que tout le monde puisse profiter des facilités que l'État a données afin que je puisse dire j'ai mon titre foncier, c'est très important. C'est vrai que j'ai fait la découverte de M. Migan au cours d'une activité. Ce qu'il a développé, ça ne va plus. J'ai voulu qu'il partage ça avec les gens parce qu'il n'a pas eu le facteur temps qui empêche beaucoup de gens à pouvoir accomplir les formalités en vue de l'obtention de leur titre foncier. Je pense qu'il est dans le secteur. On conclut que c'est indispensable lorsqu'on achète une parcelle, en tout cas un domaine, n'est-ce pas, qu'on puisse courir pour les formalités et entre autres choses, pour ne pas dire l'essentiel, c'est d'aboutir au titre foncier. Pour avoir la garantie de ce que votre domaine fait de vous un propriétaire. Donc merci. Merci à vous, monsieur. Oui, on va remercier monsieur Migan, n'est-ce pas, Arnaud Migan, juriste foncier, vous avez dit avec lui, donc vous avez parlé du titre foncier domanial, il faut le préciser.
Tissé. Monsieur Ardo, merci beaucoup. On va prendre rendez-vous avec vous pour une prochaine fois. Sans doute. C'est beau de s'habiller en local. Vous sortez donc des vestes et des cravates chaque fois. Naturellement, d'être le plus simplement habillé, les pagnes tissées. Il faut obligatoirement que des gens nous emboîtent le pas. Et je salue ceux qui nous appellent et qui demandent d'avoir les contacts de Achille. Achille qui nous a payé ceux qui de la dame. Également accompagné à Tumatin, n'est-ce pas, dans le pagne tissé, une initiative qui va revenir sans doute régulièrement chaque jeudi, le jeudi donc du pagne tissé. Allez, on va changer de cap. Merci à vous les gars. On va changer de cap pour recevoir tout à l'heure Fulbert Adjimerosu dans la rubrique en pagne tissé. On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bang & Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Voilà, on retrouve sur ce plateau Fulbert Adjimerosu dans la rubrique environnement. Comme vous le savez, ces derniers jours, de fortes pluies s'abattent sur le littoral et l'Atlantique, notamment dans la commune d'Abomey-Calavi. Cotonou a les pieds dans l'eau, Abomey-Calavi également. Et donc, pour en savoir un peu plus, vous recevez Théodore Tcheko Adjakba, qui est enseignant-chercheur au CIPRED à l'université d'Abomey-Calavi. Adjimerosu, bonjour. Bonjour. En pagne tissé, bien habillé. Tout à fait. C'est le local et c'est aussi durable. D'accord. Allez, dites-nous tout. Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. On sait que Cotonou est une ville à grande majorité marécageuse. Abomey-Calavi est sur le plateau, mais pourquoi aujourd'hui une ville qui est sur le plateau est confrontée encore aux inondations? Oui, aujourd'hui il faut s'attendre aux inondations à Abomey-Calavi parce que Cotonou était la cité... dortoir où les gens menaient les activités, mais aujourd'hui, Calavi est devenue la cité dortoir et tous ceux qui travaillent à Cotonou cherchent à quitter, tous ceux qui travaillent à Cotonou et qui vivent à Cotonou cherchent à vivre à Abomey-Calavi. Donc du coup, tous les problèmes de Cotonou se sont transposés à Abomey-Calavi. Disons le désordre de Cotonou parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui étaient... cités comme les facteurs d'inondation à Cotonou. C'est-à-dire les facteurs naturels tels que la nature du sol, et les pentes qui sont très faibles, qui ne facilitent pas l'écoulement et l'infiltration. Et puis, donc le sol, la nappe phréatique est très proche à Cotonou. Cotonou aussi est très proche de la mer avec les phénomènes d'érosion côtière, le lac Nokoué qui déverse tout ça. Mais aujourd'hui, tout le désordre qui se produisait à Cotonou s'est transposé à Calavi parce que tous ceux qui vivaient, qui travaillaient à Cotonou ont tous cherché maintenant à avoir de domicile. Ou à avoir. Mais pourtant, Calavi, c'est une terre de bar, c'est le plateau. Oui. Alors qu'à Cotonou, on dit que la nappe est juste à 1 mètre. Ce qui veut dire qu'on devait avoir pas d'inondation, si c'est le cas. Oui,
justement, c'est pour cette raison que tous ceux qui vivaient à Cotonou, pratiquement, ont cherché à avoir du terrain à Calavi. Ils ont amené l'eau de Cotonou à Calavi, c'est ça? Non, ils n'ont pas amené l'eau de Cotonou à Calavi. Au fait, il y a deux choses. Entre Calavi et Cotonou, la différence, c'est l'assiette. C'est-à-dire que c'est le cadre physique. Oui. Et donc, à Calavi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'occupation anarchique, n'est-ce pas, des terrains. C'est-à-dire, il y a une occupation anarchique à Cotonou qui s'est transposée à Calavi. Il y a l'occupation anarchique et surtout l'occupation des exutoires, c'est-à-dire les chemins naturels prévus pour l'écoulement de l'eau. Aujourd'hui, tous ces exutoires-là sont bouchés. Les gens s'installent de façon anarchique pour boucher, n'est-ce pas, les canaux d'écoulement des eaux. Et finalement, tout ce qui se passait à Cotonou que nous regrettons, les raisons pour lesquelles on était en train de fuir Cotonou, ces raisons-là s'installent à Calavi aujourd'hui. Et puis de façon regrettable. Vous avez dit que c'est le plateau, que c'est des terres de Baha. Est-ce que ça permet une infiltration de l'eau? Justement, la terre de Baha, quand vous observez, quand il pleut beaucoup à Calavi, il est difficile de circuler parce que la terre glisse. Et pourquoi ça glisse? C'est parce que ça contient assez d'argile et cette argile-là ne facilite pas l'infiltration de l'eau. Ça fait un. Ajouté à cela, il y a l'installation anarchique des populations qui bouchent les couloirs, les exutoires de l'eau. Ça fait deux. Donc quand on combine ces facteurs-là, ajouté aux déchets solides ménagers qui sont jetés dans les quelques caniveaux qui existent, les quelques caniveaux qui existent qui devaient faciliter l'écoulement de l'eau sont bouchés par le dépôt des déchets de tous ordres. Les déchets produits dans la plupart des ménages sont rejetés dans les caniveaux et voilà, donc quand nous combinons tous ces facteurs-là, n'est-ce pas, ça nous expose à ce qui se passe à Cotonou en termes d'inondation. La ville est de toute façon déjà construite. Est-ce qu'il y a encore une solution pour pouvoir permettre aux eaux de ruissellement de rejoindre les bassins du côté du lac Nokwe ou du côté de Djonou? Oui, la solution qui existe aujourd'hui, c'est vrai que dans la gestion des inondations, il y a des mécanismes qui sont prévus. Il y a l'Agence nationale de protection civile, la NPC, qui diffuse les informations produites par la météo, la DGO, le laboratoire d'hydrologie appliquée, Agrimet et autres. La NPC diffuse, mais il faut encore beaucoup plus de communication. Et ce qu'il faut faire fondamentalement aujourd'hui, que ce soit pour Cotonou ou pour Calavi surtout, il faut une gestion des inondations par bassin versant. Le bassin versant, c'est un territoire sur lequel toute goutte d'eau qui tombe est dirigée vers un point qu'on appelle l'exutoire. C'est-à-dire que toutes les eaux d'un bassin versant sont collectées, n'est-ce pas, et dirigées vers un exutoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de faire? Très souvent, ce que nous faisons, c'est que les ouvrages d'assainissement ou d'évacuation d'eau ne sont pas calibrés, c'est-à-dire ne sont pas conformes à la quantité d'eau, au débit. Donc, à Calavi, c'est 311 mm en une semaine. Oui. Donc, il faut pouvoir, n'est-ce pas, au niveau des exutoires, construire des ouvrages qui peuvent, n'est-ce pas, contenir le passage de ces eaux-là en un temps record. Si les ouvrages ne peuvent pas contenir le passage de ces eaux-là en un temps record, l'eau est obligée de se déverser. Parce que l'ouvrage n'a pas la capacité de supporter la pression de l'eau. Donc, il faut des études, que ce soit sur le plan de la géographie, que ce soit sur le plan de la géomorphologie, du climat, les pentes. Il faut mettre tous ces paramètres-là ensemble et intégrer tout ça dans un logiciel qui existe, que nous avons, qui permet de dimensionner les ouvrages, n'est-ce pas, en fonction du début de l'eau au niveau des exutoires. C'est ça qu'on appelle gestion des inondations par bassin versant. Il n'y a que cette approche aujourd'hui que nous devons adopter pour aller au-delà de tout ce qui est fait déjà, pour pouvoir, n'est-ce pas, régler le problème des inondations. Faut-il aussi délocaliser les gens à Calavi, comme on le souhaite à Cotonou? Bon, on a dit que Cotonou est trop gorgé et qu'il faut délocaliser vers Calavi.
Si on délocalise de Calavi, on va délocaliser vers où? Vers Zé, Tori et autres là. On déplace le problème finalement. Donc ça veut dire que le problème se déplace et n'a pas encore trouvé son point de chute. Le vrai problème aujourd'hui, comme je viens de vous le signaler, c'est qu'il faut faire une gestion intégrée des inondations par bassin versant. C'est-à-dire on réunit toutes les compétences ensemble. On fait des études de faisabilité. Est-ce que vous voyez? Et on identifie les exutoires. Et on les libère de l'emprise humaine. Parce que les exutoires... Il faut faire des casses. Voilà. Bon, il faut faire des casses. Non, on ne va pas appeler ça casse. On libère les exutoires. On est obligé de dégager ceux qui sont là. C'est-à-dire les exutoires, c'est les chemins qui conduisent au point de collecte. L'exutoire, c'est déjà le point de collecte. Mais avant que l'eau quitte l'amont pour aller vers l'aval, pour aller vers l'exutoire, il faut que ça passe par un chemin. Oui. Est-ce que vous voyez? Si vous ne libérez pas les couloirs d'écoulement des eaux, les eaux vont s'installer au niveau des habitations, issues les voies, un peu partout. Une dernière préoccupation, vous avez fait des études sur le bassin du Niger. Une toute dernière préoccupation, est-ce que vous pensez qu'on aura encore des cas d'inondation à Malanville et à Karimama cette année? À saison pluvieuse, en octobre? À Karimama et à Malanville, c'est fréquent. Hein? C'est pratiquement tous les 2 ans qu'on a le phénomène là-bas. Et la raison fondamentale, c'est le comblement du lit du fleuve Niger à Malanville. Ma thèse de doctorat qui a parlé de la gestion des inondations à Malanville et à Karimama dans le bassin du Niger a montré que entre 1954 et 2013, c'est-à-dire en 60 ans, le fleuve Niger s'est comblé sur 4,84 mètres à Malanville. Est-ce que vous voyez? Et ce débit-là, ce comblement-là a fait que les débits qui ne posaient pas de problème ont commencé par poser des problèmes. Parce qu'on a moins d'eau. Je crois qu'on aura le temps de revenir sur ça. Voilà. Davantage sur le cas du Nord, Malanville et Karimama, qui sont 2 villes aussi qui ont des problèmes d'inondation. Oui, très merci, fréquent. Merci à vous, Firmin Adjimé Rossou. Merci à vous, Monsieur Théodore Tchekpo Adjakpa. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur au CIFRED à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci donc de vous être montré disponible pour partager avec nous ces réalités liées au changement climatique et surtout aux inondations à Cotonou et à Abomey-Calavi. L'actualité nationale vue par les confrères, c'est dans la revue de presse une synthèse signée ce jeudi Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement s'attaque à l'insécurité foncière dans les communes. Pour les 6 mois à venir, l'exécutif a décidé de suspendre la cession du patrimoine foncier des communes. Une décision prise hier en Conseil des ministres et relayée dans la presse ce matin. Opération de lotissement, le gouvernement dessaisit les communes, affiche en manchette le quotidien matinal. Flot dans la gestion des réserves administratives, le gouvernement dit stop, s'exclame le quotidien Challenge pour lequel plus rien ne sera comme avant. Le même sujet fait le gros titre du quotidien Fraternité qui écrit que le gouvernement met les garde-fous autour de la gouvernance au cours de cette 4e mandature de la décentralisation au Bénin. À en croire le journal, cette décision a été motivée par le rapport des missions de vérification diligentées en vue d'apprécier la gestion foncière, notamment des réserves administratives. Des missions qui, selon le communiqué du Conseil des ministres, ont révélé de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves administratives qui sont censées accueillir des équipements publics et socio-économiques. En réalité, poursuit le communiqué du Conseil des ministres dressé dans les colonnes de Fraternité, l'on ne saurait construire des écoles, des centres de santé, des terrains de jeu ou promouvoir le secteur agricole si les réserves destinées à accueillir les infrastructures marchandes sont bradées. Et pour le journal, c'est un nouveau soleil qui se lève sur la 4e mandature de la décentralisation. Enfin, l'heure de la transparence, s'exclame le canard de Ménotin pour lequel cette nouvelle ne devrait pas réjouir la mafia foncière qui a tout le temps opéré et dans la plupart des cas en toute impunité avec la complicité des autorités communales. Et à Fraternité de conclure que le régime du nouveau départ vient de jeter un pavé dans la mare de cette mafia foncière. Un avis que semble partager le journal Bénin Intelligent. Aménagement du territoire, le foncier communal sauvé de l'anarchie, écrit en gros titre mon confrère. Pour le quotidien La Cloche, c'est une mise en garde du gouvernement au nouveau maire
contre les morcellements et la vente des réserves administratives. Du foncier à l'économie, plusieurs publications sont revenues ce matin sur le passage du franc CFA à la monnaie éco annoncée dans la zone UEMOA. Le sujet fait toujours diviser les dirigeants ouest-africains, informent mes confrères. Et ce qui retient toutes les attentions, c'est la position du président nigérian Muhammadu Buhari, pour qui l'arrivée de la monnaie éco en remplacement du franc CFA dans la zone UEMOA risque de disloquer la CEDEAO. Tweet du président Buhari, écrit le journal Bénin Intelligent en bas de une. La guerre de l'éco menace la CEDEAO. Divergence autour de la monnaie unique ouest-africaine, constate le journal L'Économiste, vers l'éclatement de la CEDEAO et l'échec de la ZLECAf. Dans la suite, ce matin, l'éducation et fraternité qui nous apprend que les agences de placement préqualifiées pour le recrutement et le déploiement des enseignants non agents de l'État sont désormais connues. Elles sont au total 82 agences retenues de façon provisoire, précise le matinal. Le journal Bénin Intelligent lui parle de 41 agences. De toutes les façons, relèvent mes confrères, ces agences seront consultées sur la modalité de réalisation des prestations qui démarre pour compter de la rentrée académique 2020-2021. Éducation encore et une bonne partie des publications qui nous apprend ce matin que l'auteur des propos diffamatoires sur les activités académiques de l'École supérieure de management USM est convoqué par l'Office central de répression de la criminalité pour répondre de ses actes. Et ceci suite à une plainte du promoteur de la dite école. Le docteur Isidore Mouedo précise les publications. À l'origine de cette plainte, détaille mes confrères, l'opprobre jeté sur cette école connue sur le paysage éducatif béninois pour ses bons résultats aux examens nationaux. En réalité, relève les publications, l'audio réalisé par l'auteur incriminé et envoyé sur les réseaux sociaux dans la nuit du 16 juin 2020 fait croire à l'opinion publique que l'USM Bénin est désormais un nid de commerce, de corruption, d'escroquerie et d'anarque des étudiants quant aux frais à payer pour les examens de rattrapage, à la non-validation de certaines unités d'enseignement lors des sessions régulières d'examen. Mieux, dans le même audio, poursuivent mes confrères, l'auteur a cité le promoteur et le directeur des études comme des auteurs de brimades sur les étudiants, et ceci dès lors qu'ils se portent vers eux pour des réclamations, les empêchant d'avoir accès à leurs notes. L'auteur de ces allégations sans preuve, tout comme ses complices, devront comparaître devant l'OCRC pour redorer l'honorabilité de cet institut et celle du promoteur et du directeur des études, commentent mes confrères, qui nous informent que le règlement intérieur pédagogique et les dispositions de composition, de validation communiquées aux étudiants en début d'année restent toujours en vigueur et seront appliquées sans faille. Toujours dans la suite, ce matin, les journaux nous renseignent qu'une partie du marché Misebo à Cotonou a été la cible d'un incendie. Même si aucune vie humaine n'est à déplorer, constatent les publications, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Et quelques heures après le drame, informe le journal Bénin Intelligent, le gouvernement a dépêché quelques-uns de ses membres au chevet des sinistrés. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Actu Matin, Stop FM pour ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin et sur notre page digitale www.canal3television.com. On va se retrouver ce soir à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.